Et donc, c'est dans ce cadre-là de cette délégation qu'on organise depuis 2020 une semaine des fiertés qui a pour objectif de sensibiliser aux questions d'égalité, notamment envers les personnes LGBTQIA+. Et donc, c'est dans le cadre de cette semaine des fiertés qui a lieu cette année du 17 au 28 mai qu'on organise cette conférence en partenariat avec l'association 2MSG sur la question des droits des personnes migrantes LGBTI. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue en mairie du 5e arrondissement pour vous dire que voilà, ça l'a fait venir, parfait. Madame la députée, prenez place. Je faisais l'accueil en mairie du 5e. Je vais, moi, donc ce soir, animer la soirée, donc juste passer le micro aux différents intervenants et intervenantes. On a une série de prises de parole qui, ne vous inquiétez pas, devraient être assez raccourcies et assez courtes pour ensuite nous permettre d'avoir des échanges. Mais l'idée, c'était de vous donner différents points de vue sur la situation des personnes migrantes LGBT et voilà, de voir leur parcours en France. Voilà, pour vous dire que la semaine des fiertés, donc on a cet événement ce soir, on a un deuxième événement qui est organisé par la mairie d'arrondissement, c'est la soirée de clôture qui a lieu jeudi à la MJC de Saint-Just, en partenariat avec une association qui s'appelle Graines électroniques, qui nous organise une conférence et ensuite un concert par l'article non-binaire Limace. Voilà, donc si jamais vous ne savez pas quoi faire jeudi soir, vous êtes les bienvenus à la MJC de Saint-Just pour passer cette soirée avec nous. Voilà, donc je vais directement prendre ma place, m'asseoir et du coup, vous passez la parole donc d'abord à Joe, donc Joe Edoen du collectif donc 2MSG, qui va donc nous lire un texte qui est écrit en anglais et ensuite on aura Ange Nord qui nous dira le même texte en français. Donc voilà, pour les non-anglophones, pas d'inquiétude. Le même texte vous sera présenté par Ange juste après. Voilà. Merci. Désolé maintenant, moi parler anglais. C'est prochain, moi parler français bien. I so much appreciate everybody for your time, for being here. My name is Yorama Joe Edoen, co-president of the DMSG. I am an activist for LGBT, and there's a lot of things going on in the LGBT community in France that I think I should address. So that's why I use this opportunity to write a lyric text that everybody should listen and be blessed. The text is the reason why Africa LGBT are not getting international protection in France. The issue of LGBT rights in Africa has been a continuous one for many years. While some African countries have made progress in recognizing the rights of their LGBT citizens, many others continue to criticize same-sex relationships and subject LGBT individuals to discrimination, harassment, and violation. France, as a nation that have historically been a leader in protecting human rights and supporting LGBT rights, has been called upon to provide international protection for Africa LGBT individuals who are fleeing persecution in their home country. However, there are several reasons why Africa LGBT individuals are not receiving international protection they need in France. My number one reason is the France asylum system has been criticized for being slow and insufficient, particularly when it comes to protect LGBT asylum claim. In recent years, the number of LGBT seekers in France have increased dramatically, leading to the delay in the processing of applicants. The meaning that African LGBT individuals who are seeking asylum in France may have to wait months, even years, before their applications are considered. During this time, this may be forced to live in unsafe and unsanitary conditions without access to adequate health care and legal support. Number two, are the culture and legalistic barrier. I'm an example that may present
LGBT Africa individuals from accessing the support they need in France. Many LGBT individuals who has fled persecution in their home country may not speak French or may be familiar with French culture and custom. This can make it difficult for them to navigate in the asylum system, finding housing and accessing health care and legal support. Additionally, LGBT individuals who come from countries with different culture, norms, and attitude towards LGBT individuals may struggle to integrate into the French society and face discrimination and harassment from both the general population and other LGBT individuals. Thirdly, there is a lack of political wish one of the part of the French government to provide adequate support and protection for Africa LGBT, including seeking asylum. While in France has historically been a leader in protecting human rights and supporting LGBT rights, in recent years, there has been a rise in anti-immigrant sentiment and shift towards more constrictive policies. This has led to a tightening of immigration law and the descent of the number of asylum applicants that have accepted. Additionally, there's a lack of political pressure from other European countries and international organizations to address the issue of LGBT persecution of Africa and provide support to those who are fleeing. Finally, there is lack of funds and support available to support Africa LGBT individuals who are seeking asylum in France, where there are numbers of NGOs and organizations that provide support to LGBT asylum seekers. They are often overstressed and underfunded. This means that they may not be able to provide the level of support that is required. Thank you very much. Merci Joe. Et du coup, je passe la parole à Ange, donc qui va vous lire le même texte en français. Ici? Ok. D'accord. Les raisons pour lesquelles les LGBTI+ africaines n'obtiennent pas de protection internationale en France. La question des droits LGBT en Afrique est demeurée controversée depuis plusieurs années, alors que certains pays africains ont fait des progrès dans la reconnaissance des droits les droits de leurs citoyens LGBT. Beaucoup d'autres continuent de criminaliser les relations homosexuelles et les personnes LGBT sont alors soumis aux discriminations, aux harcèlements et à la violence. La France a historiquement montré la voie dans la promotion des droits de l'homme et les soutiens aux personnes. Veuillez m'excuser. Je reprends. La France a historiquement montré la voie dans la promotion des droits de l'homme et le soutien aux droits LGBT et elle est amenée à fournir une protection internationale aux personnes LGBT africaines qui fuient les persécutions dans leur pays d'origine. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes LGBTI africaines ne reçoivent pas la protection dont elles ont besoin en France. En un, d'abord, le système d'asile français a été critiqué pour sa lenteur et son inefficacité, en particulier en ce qui concerne le traitement des demandes d'asile LGBT. Ces dernières années, le nombre des demandeurs d'asile en France a considérablement augmenté, entraînant de longs retards dans le traitement des demandes. Cela signifie que les personnes LGBT qui demandent l'asile en France peuvent devoir attendre des mois, voire des années avant que leur demande ne soit examinée. Pendant ce temps,
elles ne peuvent se trouver forcées de vivre dans des conditions dangereuses et insalubres, sans accès à des soins de santé adéquats ou de soutien juridique. Deuxièmement, il existe une barrière culturelle et linguistique qui peuvent empêcher des personnes LGBT africaines d'accéder au soutien dont elles ont besoin en France. De nombreuses personnes LGBT fuient les persécutions dans leur pays d'origine en parlant peut-être pas français ou ne sont pas financièrement familières, veuillez m'excuser, familières avec la culture et les coutumes françaises. Cela peut leur rendre difficile la navigation dans le système d'asile, trouver un logement et accéder aux soins de santé et au soutien juridique. En outre, les personnes LGBT qui viennent de pays n'ayant de normes culturelles et des attitudes différentes envers les personnes LGBT peuvent avoir du mal à s'intégrer dans la société française et face à la discrimination et aux harcèlements de la part de la population générale et d'autres personnes LGBT. Troisièmement, il y a un manque de volonté politique de la part du gouvernement français pour fournir un soutien et une protection adéquate aux personnes LGBT africaines qui demandent l'asile. Alors que la France a toujours été chef de file dans la protection des droits de l'homme et le soutien aux droits des LGBT. Ces dernières années, il y a eu une montée de sentiments anti-immigrés et une évolution envers des politiques plus conservatrices. Cela a conduit à un durcissement des lois sur l'immigration et à une diminution du nombre de demandes d'asile qui sont acceptées. En outre, il y a un manque de pression politique de la part d'autres pays acceptés. Veuillez m'excuser. D'autres pays d'Europe et une organisation internationale pour attaquer au problème de la persécution des personnes LGBT en Afrique et fournir un soutien aux personnes qui la fuient. Enfin, il y a un manque de financement et de ressources disponibles pour soutenir les personnes LGBT africaines qui demandent l'asile en France. Bien qu'il en existe un certain nombre d'ONG et organisations qui fournissent un soutien aux personnes LGBT en demande d'asile LGBT. Veuillez m'excuser, c'est pas facile d'attraper de lire. Ok, je reprends la quatrième partie. Donc, enfin, il y a un manque de financement et de ressources disponibles pour soutenir les personnes LGBT africaines qui demandent l'asile en France. Bien qu'il existe un certain nombre d'ONG et d'organisations qui fournissent un soutien aux personnes LGBT en demande d'asile, ok, ça n'a pas de sens. Je pense que je reviens encore toujours dessus. Ok. Bon, je vais laisser cette partie, je pense que, ok, je reprends tout. Enfin, il y a un manque de financement et de ressources disponibles pour soutenir les personnes LGBT africaines qui demandent l'asile en France. Bien qu'il existe un certain nombre d'ONG et d'organisations qui fournissent un soutien aux personnes LGBT en demande d'asile. Elles sont souvent surchargées et sont sous-financées. Cela signifie qu'elles peuvent ne pas être à mesure de fournir un niveau de soutien requis. Je vous remercie. Veuillez m'excuser.
Merci. Donc ça nous semblait important pour débuter cette conférence de donner la parole aux personnes directement concernées et d'avoir leur point de vue et leur regard sur leur situation. Et sur ce, je passe donc la parole à Laurent Delbos de Forum Réfugiés qui va nous donner un témoignage sur le SPADA, sur l'accueil et sur la prise en charge des personnes. Je passe le micro. Oula. Pardon, voilà, ça commence. Je suis trop fatiguée, trop stressée. Merci pour l'invitation à intervenir. Donc je vais effectivement donc je parle au nom de l'association Forum Réfugiés qui a fêté ses 40 ans l'année dernière, qui est une association qui est née à Lyon, qui aujourd'hui est étendue dans une quinzaine de départements français, qui gère tout un tas de dispositifs pour l'accueil des demandeurs d'asile, pour l'intégration des réfugiés. On est présent aussi en centre de rétention administrative. On a tout un tas d'activités. On a aussi parallèlement à ça des activités de plaidoyer, donc d'analyse des politiques publiques en lien avec ces sujets-là. Et moi, j'ai plus particulièrement ce rôle-là dans l'association d'être responsable des activités de plaidoyer. Donc je vais vous parler de l'activité un petit peu opérationnelle pour bien comprendre comment se déroule l'accueil des demandeurs d'asile sur un territoire comme Lyon et puis quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Il y a tout un tas d'autres difficultés. Moi, je vais centrer plutôt sur l'accueil et puis ensuite Maître Fréry parlera plutôt du volet instruction, hein, puisque c'est à ce stade-là qu'elle intervient, même si évidemment les deux aspects sont liés. Et je voudrais commencer par ça pour indiquer que souvent on a cette idée de se dire l'accueil des demandeurs d'asile c'est quelque chose qui est un petit peu subsidiaire, c'est un peu du bonus parce que on va leur fournir un toit, etc. C'est pas que ça. L'accueil des demandeurs d'asile, pour qu'un bon système d'asile fonctionne convenablement, il faut des conditions d'accueil qui soient convenables. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des bonnes conditions d'accueil pour les personnes qui demandent une protection, eh bien, on n'est pas en capacité ensuite d'apprécier les craintes en cas de retour. C'est-à-dire que les instances de l'asile, quand les personnes se retrouvent devant l'OFPRA, devant la CNDA, si elles n'ont pas bénéficié de conditions d'accueil adaptées, et on va y revenir, les conditions d'accueil adaptées, c'est pas juste avoir un toit, avoir une allocation, même si c'est déjà pas mal et déjà beaucoup de gens en manquent, mais c'est un accueil, un accompagnement, etc. Et si les personnes n'ont pas cet accompagnement adapté, eh bien, elles se retrouvent dans l'incapacité d'exprimer leurs craintes en cas de retour quand elles se retrouvent devant les instances de l'asile, et donc on va passer à côté d'un besoin de protection à cause de défaillances du système d'accueil. C'est-à-dire qu'on peut avoir un OFPRA, une CNDA qui fonctionne très bien, c'est pas le cas et ça va sûrement être dit, mais même si on a tout ça, si à côté de ça les demandeurs d'asile sont à la rue pendant 6 mois, 1 an, ils vont se retrouver à l'OFPRA et ils vont se retrouver à parler de leurs besoins vitaux et primaires, et ils vont pas être en capacité d'exprimer ce qu'on attend d'eux à ce moment-là. Donc ce que je viens vous parler, c'est la question de l'accueil des demandeurs d'asile, qui est un point central d'un système d'asile et qui est trop souvent malheureusement négligé par les pouvoirs publics. Et donc l'accueil des demandeurs d'asile, ça commence sur un territoire comme Lyon par une présentation à la SPADA, structure de premier accueil pour demandeurs d'asile. Donc c'est auprès d'une SPADA que les personnes qui demandent l'asile doivent se présenter. La SPADA, elle a une première mission, c'est d'orienter les gens vers les services de l'État, donc vers le guichet unique pour demandeurs d'asile, la préfecture et l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui vont enregistrer la demande, voir la situation, attribuer les conditions d'accueil, etc. Donc il y a un premier rôle qui est un rôle de pré-enregistrement en fait des demandes, qui est la porte d'entrée dans la demande d'asile, c'est le rôle premier de cette SPADA. Mais la SPADA a aussi un autre rôle, qui est le rôle principal, en réalité un peu le rôle historique des SPADA, c'est d'accueillir et d'accompagner les personnes qui, une fois qu'elles se sont présentées auprès des services de l'État, n'ont pas été orientées vers un hébergement. Donc quand les personnes vont devant l'OFII, presque tout le temps, en réalité, au moment où elles se présentent là, ne va pas leur fournir une place dans un hébergement. Donc les personnes, on va leur dire revenez à la SPADA, revenez voir Forum Réfugiés. Et donc qu'est-ce qu'on fait à la SPADA dans ces cas-là ? Tout d'abord, on domicilie les personnes, on leur donne une adresse, puisqu'elles ont besoin d'une adresse pour la suite de leur procédure, notamment. Et ensuite, surtout, principalement, on va accompagner ces personnes. Donc on les héberge pas. Hein. La SPADA, c'est pas un lieu d'hébergement, c'est un lieu d'accompagnement. On accompagne les personnes dans toutes les procédures qu'elles doivent suivre, toute l'ouverture de leurs droits, la scolarisation de leurs enfants, l'ouverture des droits à la santé et l'accompagnement dans la procédure d'asile. L'accompagnement dans cette procédure d'asile, c'est le point principal dont je veux vous parler là, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie difficulté pour ces dispositifs, pour ces SPADA, qui en fait jouent un rôle central dans la question de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile, alors qu'elles ont été conçues en réalité pour être un rôle subsidiaire. C'est-à-dire que le schéma idéal, c'est on héberge les demandeurs d'asile et ceux qui ne peuvent pas être hébergés pour une raison ou pour une autre vont à la SPADA. Aujourd'hui, il faut bien savoir qu'à la SPADA
de Lyon, par exemple. L'année dernière, alors j'ai les chiffres, l'année dernière, on a accueilli en première prestation un peu plus de 3800 demandeurs d'asile qui se sont présentés à la SPADA de Lyon. Sur ces 3800, au final, il y en a 29% seulement qui ont été hébergés. Et ceux qui ont été hébergés n'ont pas été hébergés au sortir, ils ont été au sortir de leur enregistrement de la demande d'asile. La plupart ont été hébergés au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois d'accompagnement SPADA. Mais au bout du compte, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on arrive à un total de 29% des personnes qui sont hébergées. Ça veut dire que globalement, soit plus de 70% des personnes qui ont demandé l'asile n'ont pas bénéficié d'un hébergement dédié aux demandeurs d'asile. On parle souvent des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. En réalité, il y a plein d'autres acronymes, plein d'autres dispositifs, donc d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Donc ces personnes qui ne bénéficient pas d'un hébergement dans un lieu dédié, eh bien, c'est la SPADA qui les suit dans toutes leurs démarches, toutes leurs procédures. Donc ça veut dire, la première chose qu'on fait en SPADA en termes de suivi des procédures, c'est qu'on va suivre les personnes dans la rédaction de leur formulaire de demande d'asile. Les personnes ont 21 jours pour envoyer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Ils doivent envoyer ce formulaire de demande d'asile en français. Et donc, il y a une première vraie difficulté, c'est de se dire, il faut prendre le temps pour se trouver avec les personnes, que les personnes soient en confiance, qu'elles comprennent la procédure et qu'elles puissent exprimer en français, donc on travaille des interprètes évidemment, leur crainte en cas de retour. Et donc ce temps-là et ce moment d'expression des craintes et le moment de rédaction du récit, c'est un moment qui est important dans la procédure et c'est un moment sur lequel en réalité en SPADA on a très peu de temps pour faire ça. C'est-à-dire que pour vous dire un petit peu les choses de façon très concrète, on a entre 1 et 2 heures, donc en moyenne on va dire à peu près 1h30 pour remplir un dossier. Donc les formulaires de demande d'asile c'est des dossiers assez complexes, il n'y a pas que le récit, il y a aussi tout un aspect d'état civil. Il faut raconter le parcours migratoire, etc. Il y a tout un tas de choses à remplir. On fait ça en à peu près 1h30. Alors s'il y a vraiment des difficultés, on peut reconvoquer la personne, essayer de faire un deuxième entretien, mais ça doit être exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'on a des moyens qui sont en réalité limités par rapport au nombre de personnes qu'on accompagne. Et donc on a une prestation d'aide au récit, d'aide à la rédaction du récit qui est un peu express, on doit aller vite avec les personnes. Et donc j'insiste là-dessus parce qu'en réalité, dès qu'on se retrouve face à des situations un petit peu complexes, et la situation des persécutions des personnes LGBT, ce sont des situations complexes, à exprimer. Pour les personnes, c'est complexe à exprimer, c'est complexe à rédiger aussi pour que ce soit pris en compte de façon correcte et complète par les instances de l'asile. Donc typiquement dans des situations comme celle-ci, on se retrouve face à un temps qui est assez réduit et donc une première étape de demande d'asile, un récit écrit qui est pas forcément idéalement rempli à cause de ce temps limité et de ces moyens limités. À la SPADA, on a aussi ce rôle, donc c'est pas nous qui gérons les dispositifs d'hébergement, c'est pas nous qui orientons vers l'hébergement, ça c'est les services de l'État. Par contre, on a ce rôle d'être aussi un petit peu le point central de la demande d'asile sur un territoire, et donc on a aussi ce travail d'orientation vers les partenaires, donc vers des associations qui sont présentes ici. Donc quand on a des personnes qui sont en demande d'asile et qui sont avec ce récit et ces craintes en raison de leur orientation sexuelle, eh bien on peut aussi avoir ce rôle de les orienter vers des acteurs qui sont dédiés à cet accompagnement et qui vont ensuite prendre le relais sur tout un tas de dispositifs. Voilà, je vais pas forcément être beaucoup plus long, je voulais juste vous citer quelques autres enjeux très rapides parce qu'on parle aussi ici du projet de loi aussi qui est un petit peu en fond et en fil rouge de cette journée, de cette conférence. Le projet de loi, qu'est-ce qui va amener ? En fait, le projet de loi, il est amené sur encore une idée de réduire les délais de la demande d'asile. Et en fait, on réduit les délais de la demande d'asile au détriment de la qualité de l'instruction. C'est un peu le schéma général qu'on retrouve encore une fois dans ce projet de loi à travers tout un tas de dispositions sur le volet asile, qui a un seul petit volet. Alors on parle du projet de loi d'ailleurs, qui pour l'instant est en suspens et qui on ne sait pas ce qui deviendra, etc. Mais en tout cas, dans le projet de loi tel qu'il a été présenté le 1er février dernier, on a un volet asile sur ce projet de loi qui contient plusieurs dispositions particulièrement inquiétantes, qui sont des reculs importants en termes de notre système d'asile. Un des reculs importants, c'est de dire que désormais, si la loi est adoptée dans ces termes, les personnes ne seront plus aidées par une association dans une SPADA pour rédiger leur récit d'asile. Ils devront rédiger leur récit d'asile
le jour où ils arrivent, le jour où ils enregistrent leur demande auprès d'un agent de l'OFPRA qui sera là et qui va recueillir directement leur récit d'asile. Donc le temps limité qu'on a en SPADA, il sera encore plus limité et surtout il y aura pas ce sera immédiatement quoi, c'est-à-dire qu'il aura vu les services de la préfecture, les services de l'OFI, et ensuite on va leur dire expliquez-nous pourquoi vous demandez l'asile. Et là, c'est ce récit écrit qui va être fait là de façon express. Donc ça vient en fait, ce projet de loi, compresser encore cette phase écrite de la demande d'asile. Et puis par ailleurs, il y a tout un tas d'autres dispositions qui sont liées à l'instruction de la demande d'asile. Donc c'est pas mon sujet ici, donc je vais pas en parler, mais ce sera sûrement cité aussi dans la journée d'autres propositions du projet de loi qui viennent réduire les garanties procédurales. Et les garanties procédurales, c'est pareil, il n'y a pas de demandes d'asile qui peuvent être correctement prises en compte et correctement traitées par un système d'asile s'il n'y a pas les garanties procédurales suffisantes, les délais suffisants pour faire appel, et puis les conditions pour se présenter devant les instances de l'asile. Voilà, j'aurais plein de choses à dire, mais le temps est limité, donc on en reparlera après si vous avez des questions. Merci. Merci. Oui, on essaye de compresser la partie prise de parole parce que d'abord on est nombreux, donc tous nous écouter c'est un peu long. Et puis parce qu'on a la chance d'avoir Marie-Charlotte Garin qui est avec nous et du coup qui écoute, qui prend note de tout ce qui est dit et qui pourra nous faire une réaction à chaud. Mais je sais que son agenda est particulièrement contraint, donc il faudra qu'elle nous quitte pas trop tard. Et donc on voudrait quand même qu'elle puisse entendre toutes les prises des paroles et puis réagir. Et ensuite on aura des échanges. On aura le temps d'échanger, de faire des questions-réponses. Sans plus tarder, je passe donc la parole à... Alors, je voudrais juste savoir si Monsieur Béra est arrivé ou pas. Non, il n'est pas arrivé. Ils ont du mal, les Parisiens, à descendre. C'est faux. Je suis là. Hein? La mairie principale, il est en train de revenir. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Marie-Noël, du coup, tu commences. Vous aviez 10 minutes à 2. Donc voilà, soit tu prends les 10 minutes et du coup, Maître Béra interviendra dans les questions-réponses. Soit il faut réduire ce temps. Il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, merci. C'est un peu compliqué parce que faut que je dise la vérité, mais vous le savez, je suis élue à la ville de Lyon, je suis élue dans cet arrondissement, mais en même temps, le travail pour cette semaine des fiertés, et je le dis parce qu'il faut le redire, est fait principalement par Sofia Popov, qui est une élue municipale de la ville de Lyon et également élue du 5e arrondissement, plus quelques élus dans la salle qui sont ici, mais j'avoue que la ténacité de Sofia, depuis 3 ans, n'a pas lâché. Et c'est important quand vous voyez que un jour sur 3, il y a des agressions homophobes, qu'on détruit une exposition dans un parc public à Lyon. C'est pas les coupables, donc on va pas crisser personne, mais enfin, tout ça est assez plus que désagréable. Et moi, ça me fait un peu plaisir de voir des têtes à la mairie du 5e sur ce type de conférence. Ceci étant dit, je suis aussi avocat, voilà, donc c'est pas interdit de faire les deux et d'essayer de mélanger les deux. Ça peut aider pour des projets de loi notamment, n'est-ce pas? Et on va tout de suite passer dans le vif du sujet. D'abord, je voulais, parce que je comprends votre désappointement à l'égard des juges français. En même temps, je suis pas complètement d'accord avec vous parce que je pense que si on se bat, on peut gagner et faire reconnaître la qualité de réfugié. Mais ça demande beaucoup de travail de tous. Et on va parler très clairement et très franchement. Vous voyez, quand Laurent Delbos, et c'est bien qu'il puisse dire en tant que responsable, salarié, juriste, passionné de l'asile, je crois qu'on peut le dire, que c'est 1 heure, 1 heure et demie d'entretien par personne. Je vous dis tout de suite, c'est largement insuffisant pour quiconque. Mais ce n'est surtout pas une critique de forum, parce que faut pas se tromper d'adversaires. Les adversaires, c'est les cahiers des charges, les obligations des ministères de l'Intérieur successifs, de Gérard Collomb 2018 à Sarkozy et aujourd'hui Darmanin. Donc ne nous trompons pas d'adversaires. Mais en toute hypothèse, 1 heure et demie, c'est insuffisant. Ensuite, dire, parce que j'abonde quand même dans votre sens. Ce matin, sans faire exprès, je recevais une femme, évidemment, on va faire dans la discrétion, ivoirienne, homosexuelle, qui a pu être entendue à l'OFPRA, seule, malheureusement, sans avocat, sans association, et ça, c'est un des gros problèmes, et qui a pu dire pendant 2 heures, répondre à un certain nombre de questions. Alors, je voudrais juste faire le test avec vous, gentiment,
parce qu'on est sympa ce soir. Demain, on sera plus dur, ça sera à la cour d'asile en audience. Elle dit à l'officier de protection à plusieurs reprises, « Si je te l'ai dit, c'est traduit comme ça, hein, tu peux pas savoir que je suis homosexuelle parce que je suis timide et calme. » Puis plus loin, elle dit, « Sur Saint-Étienne, je suis partie dans une association me faire des amis, LGBT, une association homosexuelle. Je suis souvent sur des sites de rencontres. » Elle donne les noms des sites de rencontres. « Je veux être libre, je veux avoir la liberté de vivre mon homosexualité, ne pas avoir cette crainte au fond de moi. Je veux être épanouie, être vraiment heureuse et non menacée comme je l'ai été dans ma famille. » Il y en a pour 2 heures d'entretien. La réponse de l'OFPRA qui est arrivée il y a quelques jours et pour laquelle on me demande de faire un recours et de la recevoir, c'était ce matin, c'est la réponse de l'OFPRA classique pour ceux qui connaissent. S'agissant de son orientation sexuelle, ses propos se sont avérés peu conséquents concernant sa prise de conscience de son attirance pour des femmes dès son adolescence. Elle est revenue en des termes peu étayés. Hein, ceux qui connaissent, ils savent les mots utilisés. Vous savez, comme si c'était une... Comment on dit? Un logiciel et on met toujours les mêmes adjectifs. Voilà, merci. Elle est revenue en des termes peu étayés sur le questionnement de son homosexualité auprès de sa famille. Les circonstances de rencontre avec ses différentes compagnes ont été dépeintes de manière peu personnalisée. C'est ce qu'on a dans 90% des dossiers à l'OFPRA concernant les homosexuels. Après, là où je suis un peu différente avec vous et pas d'accord, c'est qu'en appel, on arrive à rattraper pas mal de situations devant la cour d'asile quand on travaille tous ensemble. Et on va y revenir. Ça, c'était pour vous dire, vous voyez, la lutte LGBT, il y avait une expo pour l'histoire de cela, mais il faudra la remettre un jour quelque part. Elle est permanente depuis des années, depuis au moins les années 70, voire un peu avant. Et encore aujourd'hui, on a quand même des, entre guillemets, juges qui sont capables, alors que la personne leur a fait confiance, qu'elle a parlé pendant 2 heures. Je vous ai pas tout cité, mais elle a été très claire sur son choix et son orientation, et qu'on dit c'est pas personnalisé, c'est pas sérieux, elle l'est pas, donc elle n'a pas besoin de protection. Alors je voudrais revenir sur d'autres choses. Je mords, mais je vais y aller vite. Il y a 2 choses importantes en asile. La première, c'est la phase OFPRA, la procédure d'entretien. Il faut préparer ces entretiens avant de monter à Paris. Il faut pas y aller la bouche en cœur en disant « ouais, ils vont me comprendre ». Non, il faut préparer avec éventuellement des médecins. Il y en a dans la salle ici, de médecine et droit d'asile. Il faut préparer avec des avocats. Il y en a encore une dans la salle, en plus de moi, c'est Delphine Delbès. Je vous la recommande. Et il y en a quelques autres, mais il faut des avocats spécialisés. Il faut des associations spécialisées, qui soient au point, qui avec les moyens qu'ils ont, mais qui nous aident aussi. Et il faut travailler tout cela avant de monter à Paris. Sinon, vous n'avez aucune chance. L'OFPRA, c'est 90% de rejet pour tout le monde, pas seulement pour les homosexuels. Il faut se battre pour tous, 90% de rejet. Donc, on prépare ce travail en amont. Je rappelle que des associations spécialisées ont le droit d'accompagner les demandeurs d'asile à l'OFPRA, que c'est peu utilisé, mais on sait aussi que les associations n'ont pas effectivement nécessairement les moyens ou les compétences. Parce qu'il ne faut pas seulement accompagner pour accompagner, oh mon pauvre chéri, hein, ça doit être bien au-delà, ça doit être je te connais, je t'ai rencontré avant, et j'insiste là où il faut, à la fin de l'entretien, sur les choses importantes qui n'ont peut-être pas été posées comme question. Deuxième phase, la cour d'asile. Et ça va intéresser tous, mais la députée, puisque le projet de loi est assez terrifiant là-dessus. La cour d'asile, c'est la cour d'appel qui juge les décisions de l'OFPRA. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que c'est la plus grosse juridiction de France. Et que l'an dernier, c'était 61 000 décisions. Je vais y arriver. Mais tenez-vous bien, sur ces 60 000 décisions, 25% d'entre elles sont des ordonnances. Et ça, c'est un combat à mener, homosexuel ou pas. Je le dis très clairement,
C'est-à-dire que les juges reçoivent votre recours et disent « bof, il n'y a rien dedans. Je rejette, je ne convoque pas à une audience, ni l'avocat, ni le demandeur d'asile, et je rejette par ordonnance. » C'est-à-dire que vous recevez une lettre recommandée, ou un mail, et on vous dit « c'est rejeté, aucun élément sérieux, rejet ». Dites-vous bien que la plus grande juridiction de France prend un quart de ses décisions sans avoir vu les gens. Un des premiers combats à mener au niveau législatif, c'est de revenir sur cette saloperie créée par M. Collomb, ministre de l'Intérieur en 2018, et tous ses conseillers techniques. Parce que c'est une saloperie de ne pas auditionner les gens, de ne pas les entendre et de ne pas leur donner la chance d'être à côté d'un avocat qui aura travaillé avec eux pour convaincre. La deuxième chose à propos de la cour d'asile, c'est que là aussi, il faut préparer le dossier. On va parler clair, mais Delphine, je pense qu'on est d'accord. Vous devez refuser un avocat qui vous dit « je vous recevrai le jour de l'audience ». Vous devez refuser. Salut, arrive ici. On se connaît à la cour d'asile, donc il n'y a pas de souci. Vous devez, mon confrère de Paris, Béra, vous devez, salut, vous devez absolument exiger de rencontrer l'avocat, de travailler avec lui. Et c'est pas parce qu'on est à l'aide judiciaire qu'on n'a pas droit à un entretien avec son avocat. Parce qu'il faut dire aussi que des décisions négatives de la cour d'asile sont parfois rendues parce que les avocats ne connaissent pas leurs clients, les voient le matin de l'audience. Le matin de l'audience, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Les documents, on doit les communiquer plusieurs jours avant et on doit donner des éléments d'information. Donc, exigez cela aussi des avocats, parce que c'est aussi la honte que chez nous, des fois, certains ne travaillent pas correctement. Et c'est aussi pour ça, parfois, que certains perdent. C'est pas nécessairement le juge qui aura mal travaillé, ça peut être l'avocat qui a mal travaillé avec son client. Et il faut le dire très tranquillement, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut dire autre chose. C'est qu'il y a, je vais vite, il y a ce qu'on appelle la dématérialisation de l'asile. Deuxième point pour les députés. Dématérialisation, ça veut dire, vous allez à l'ASPADA, t'as pas eu le temps d'en parler, mais je te mettrai pas la pierre, hein, je te jetterai pas la pierre. Vous allez à l'ASPADA et on vous demande, on va ouvrir avec vous, on va vous proposer d'ouvrir un compte numérisé dans lequel l'OFPRA va vous envoyer la convocation par mail et va vous envoyer la décision de l'OFPRA après entretien. Ce dont on s'aperçoit actuellement, c'est que les personnes ne consultent pas toujours leur compte numérisé. Certains ou certaines sont illettrés. C'est la SPADA qui leur a créé le compte numérisé, mais c'est pas une critique, hein, c'est très bien. Sauf qu'après, on va pas utiliser son téléphone, on va pas le consulter, on est illettré, ou alors on va le consulter. Et pire, on ne comprend pas que la décision est notifiée et que le délai de 15 jours pour déposer le dossier d'aide judiciaire ou de 30 jours pour faire appel a commencé à courir. C'est une vraie saloperie en termes de droit. Il y a une baisse de recours actuellement à cause de cette dématérialisation appliquée par l'OFPRA depuis mai 2022. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais on en reparlera après. Ce qu'il faut dire dans le projet de loi, c'est qu'ils veulent réduire les audiences collégiales, c'est-à-dire à 3 juges. Normalement, quand on est convoqué à Paris, on a 3 juges en face de nous, dont un représentant du Haut-Commissariat des réfugiés. C'est pas toujours les perles, mais il y a des gens intelligents. Mais là, avec la loi, pas tout le temps, hein, avec la loi, projet de loi actuel, on passerait à des juges uniques, un seul juge, et une territorialisation, mais à bas de gamme, c'est-à-dire à juge unique et non pas en collégial. Il faut refuser cette uniformisation du juge unique, cet oubli du HR. Le HR fait un très gros lobbying discret mais important pour être présent à nouveau encore dans ces audiences. Il y a tellement de choses à dire, mais voilà. Sur l'homosexualité, sur la justice, il faut se battre de façon générale pour que la justice soit voulue par les personnes, que vous travaillez avec votre avocat, que vous travaillez avec les associations, qu'on travaille ensemble, avocats, associations, médecins. C'est comme ça qu'on gagne et c'est comme ça qu'on peut rétablir des situations. Voilà, merci. Merci, Maître Fréry. Alors, sans plus attendre, je passe du coup la parole à Sylvie Tomic, qui est adjointe au maire de Lyon, pour un point de vue de la collectivité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que je crois qu'on a pris du retard avant que Marie-Charlotte ne doive partir.
Non, c'est pas pour te mettre la pression, pas du tout. Non, moi je vais aborder 2 points, alors qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, c'est pour effectivement donner le point de vue d'une collectivité sur tout ce qu'on vient d'évoquer sur les difficultés de la demande d'asile et de l'accompagnement dont les personnes bénéficient ou ne bénéficient pas. De plus en plus de villes, de collectivités en fait se retrouvent aussi bien sûr confrontées à par ricochet en fait à ces difficultés et ont un rôle de plus en plus important à jouer dans l'accompagnement des personnes qui justement n'est pas suffisamment réalisé par ailleurs pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Et ce système de l'asile et de l'immigration plus généralement en France précarise et fragilise beaucoup les personnes. Et du coup, il y a un vrai enjeu pour des collectivités comme la ville de Lyon, mais plein d'autres qui souhaitent s'emparer de ce sujet, à mettre en place un accompagnement digne des personnes dans les limites aussi de nos moyens d'action, de nos cadres d'action, etc. Mais en tout cas, pour essayer de faciliter l'accueil des personnes. Donc au niveau de la ville de Lyon, on a voté un plan d'action qui s'appelle Lyon Ville Hospitalière au mois de mars, là 2023, donc c'est tout récent. Et je vais juste donner quelques exemples d'actions prévues qui rejoignent, enfin qui peuvent répondre un petit peu à ce qui vient d'être dit. C'est un plan d'action qui est très large, donc qui concerne beaucoup de thèmes, de sujets. Mais il y a notamment l'idée de renforcer les points d'accès au droit. Les permanences d'écrivains publics, les permanences aussi, par exemple, l'idée d'ouvrir des permanences de travailleurs sociaux dans des bibliothèques, etc. Parce qu'on sait qu'il y a justement cette difficulté de l'orientation, d'accès à l'information, de besoin d'accompagnement renforcé, que les structures qui sont missionnées pour ça par l'État souffrent effectivement du fait que l'État ne leur donne pas suffisamment les moyens aussi de remplir cette mission. Aussi en lien, un projet d'ouverture d'une maison de l'hospitalité, donc qui sera un lieu d'accueil pour les personnes migrantes où ils pourraient recevoir de l'information, être orientés, etc. et bénéficier de d'autres choses. Je vais pas m'étendre ici, mais voilà, il y a ce volet-là d'information, orientation, accès au droit qui est vraiment, je pense, fondamental, effectivement. Nous, de la même manière, dans nos services municipaux, on va veiller à avoir davantage d'interprètes, à traduire nos documents, etc., pour que justement cette barrière de la langue soit le plus possible amoindrie. Il y a effectivement le sujet très préoccupant de l'hébergement. Laurent Delbos a donné des chiffres alors qu'ils sont encore pires que ce que je croyais sur l'année dernière. Donc avec 29% des demandeurs d'asile qui ont pu être hébergés dans le dispositif national d'accueil, avec souvent des périodes effectivement de transition où au début il n'y a pas de solution proposée, donc il y a des semaines voire des mois où les gens n'ont pas de solution. Donc nous, ça on le voit bien sur la ville de Lyon, que de toute façon c'est un phénomène qui se développe vraiment de manière alarmante. On mobilise du patrimoine municipal vacant pour ouvrir des possibilités d'hébergement. On a commencé de le faire, on va continuer à le faire, mais ça suffira pas, clairement. Donc là-dessus aussi, il faut absolument que les places dans le DNA soient augmentées. C'est vraiment quelque chose d'incontournable. Il y a aussi des choses sur lesquelles on travaille comme l'apprentissage du français ou des dispositifs de santé mentale. Je vais pas détailler. Et puis un point qui est important aussi, c'est le lien aussi, enfin l'intégration dans la société aussi de manière large. Enfin nous on estime qu'une ville elle est aussi en capacité elle est en capacité. Surtout elle doit promouvoir une vision positive de l'accueil. On parlait effectivement alors des manifestations homophobes de plus en plus prononcées ces derniers temps qui sont très inquiétantes, et Joe l'a mentionné aussi, des expressions de anti-immigration aussi, évidemment, qui sont de plus en plus croissants. Et nous, en tant qu'acteur public local, on tient vraiment à porter une autre parole, justement, à casser aussi, le plus possible les stéréotypes, les discours, les idées reçues, etc., pour vraiment œuvrer à une société qui soit plus inclusive. Je vais pas être plus longue là-dessus. Je pourrais répondre éventuellement s'il y a des questions après. Je vais enchaîner alors avec la deuxième partie de mon intervention qui n'a rien à voir avec la première. Sophia m'avait demandé de faire une présentation du projet de loi immigration, justement. Donc ça a été déjà un petit peu abordé. Non, alors je vais être très succincte. Je vois Marie-Noël qui... alors déjà parce que c'est pas facile, parce qu'on sait pas bien où on en est. Donc je vais... donc je peux faire un petit rappel des épisodes précédents pour donc premier projet de loi donc présenté en Conseil des ministres le 1er février, qui a commencé d'être examiné au Sénat par la commission des lois, qui a
beaucoup durci le texte, qui était déjà dur, mais qui l'a encore durci. Et là-dessus, le 22 mars, Emmanuel Macron a annoncé la suspension de l'examen du texte, vu le contexte général lié à la réforme des retraites. Il avait annoncé un saucissonnage du texte qui serait découpé, etc. Finalement, ils sont revenus dessus, donc ça sera bien un texte, enfin une loi intégralement consacrée à l'asile et à l'immigration. Et là, donc, il semblerait que la nouvelle mouture du texte serait présentée à l'été en Conseil des ministres pour un examen par le Parlement à l'automne. On ne sait pas exactement quelle va être l'évolution par rapport au projet de loi qui a été initialement présenté, donc début février. Il y a des discussions et qui laissent rien présager de très bon à mon avis quand on voit la pression que mettent les Républicains. Vous avez dû voir hier notamment qui veulent qu'ils ont fait des propositions de projets de loi, de modifications constitutionnelles, etc. qui sont vraiment très très dures, enfin où ils reprennent vraiment les thématiques du RN. Hein. Donc voilà. Donc alors on ne sait pas du coup ce qui va être présenté in fine au mois de juin. Je vais faire juste un petit rappel. Bon, ça a déjà été un petit peu évoqué de toute façon par Marie-Noëlle Fréry et Laurent Delbos sur les mesures qui sont prévues vraiment juste concernant le droit d'asile. Donc effectivement, la création d'espaces France Asile dans les préfectures. Donc outre la présence de la préfecture et de l'OFI, il y aurait effectivement l'OFPRA en plus et voilà qui serait amené effectivement à démarrer des instructions comme ça tout de suite dans les préfectures. Au niveau de la Cour nationale du droit d'asile, donc une territorialisation, comme l'a dit Marie-Noëlle Fréry, et surtout, moi, ce qui me semble vraiment, aussi le plus grave, c'est la généralisation du juge unique, puisqu'actuellement, donc, c'est effectivement 3 personnes, dont une personne nommée par le HCR qui siège, et le juge unique est plutôt, est l'exception. Là, ça serait juge unique, et éventuellement, sous je ne sais quelles conditions très compliquées, il pourrait y avoir une formation collégiale, mais voilà, l'idée c'est le juge unique, donc ça, moi, ça me paraît vraiment très très dangereux. Et enfin, il y a alors il y avait une disposition qui a été supprimée après, mais qui va peut-être réapparaître. C'est la possibilité de recevoir une OQTF après le refus par l'OFPRA. Donc c'est déjà le cas pour des procédures accélérées, par exemple, mais ça serait généralisé à tous. Donc avant que le recours devant la CNDA ne puisse avoir lieu. Alors ça finalement ça a été retiré, mais bon, je pense qu'il y a des probabilités que ça revienne. Et puis effectivement aussi une diminution des possibilités de recours, enfin des motifs de recours possibles contre des OQTF, donc pour des personnes déboutées. Et effectivement sous couvert d'améliorer les délais, etc., qui sont effectivement très longs, même s'ils le sont moins, mais qui restent très très longs. Et c'est aussi un vrai sujet. On simplifie, on donne moins de possibilités de recours, on simplifie, mais par une diminution des droits des personnes au lieu de le faire par une amélioration des procédures, en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le projet de loi immigration. Merci beaucoup. Donc avant de passer la parole à Marie-Charlotte, donc on l'a vu, on est parti de la situation des personnes, on a vu ensuite comment elles étaient accueillies, comment elles étaient accompagnées au niveau juridique. Ensuite, le point de vue de la ville, le projet de loi immigration qu'on a déjà abordé en petite touche. Et puis merci Sylvie pour ta présentation. Maintenant, l'idée c'était de donner la parole donc à 2MSG et à l'ARDIS pour présenter un peu des propositions législatives peut-être qui vont plus dans le sens justement des droits des personnes plutôt que un affaiblissement des droits. Et puis ensuite, on demandera à Marie-Charlotte de réagir à tout ça. Beau challenge. Voilà, par rapport à ce qu'elle t'a entendu et ce que tu peux nous dire de ce qui se passe aussi à l'Assemblée directement. Alors d'abord, je vais passer la parole à Ali Camara qui va nous présenter les doléances de 2MSG. Merci de me passer la parole. En fait, moi, c'est Camara Ali. Je suis le co-président de 2MSG, guinéen. Je vis en France depuis 2018. Voilà pourquoi nous ne voulons pas cette loi. Les droits des personnes LGBTI qui demandent l'asile ne sont pas respectés. On n'est pas pris en charge. C'est très difficile d'avoir l'asile. L'OFPRA travaille vite et fait des erreurs. Le problème, c'est la politique du gouvernement.
Pour eux, on est d'abord des personnes migrantes. Pour eux, on est des menteurs. Maintenant, c'est très difficile d'obtenir des papiers. Donc, les personnes demandent d'asile juste pour pouvoir rester en France. C'est logique. C'est compliqué. Les choses pour nous, LGBTI, on ne peut pas prouver qu'on est LGBTI. On n'arrive pas à convaincre l'OFRA. On se retrouve sans papier avec des KITEF parce que le gouvernement veut tirer entre bons et mauvais migrants. Zo a été sans papier. Steve a été sans papier. Sanogo a été sans papier. Moi, Ali Kamara, je suis à mon 2e réexamen, je suis sans papier et j'ai une KITEF. Avec cette loi, ça va être encore pur pour nous. Si le gouvernement veut protéger des personnes LGBTI, il doit respecter les droits de toutes les personnes étrangères en France. On est des personnes LGBTI et africains et étrangères. Cette loi ne nous aidera pas à être protégés. Nous voulons autre proposition à faire. Je vous remercie. Merci. Et sans tarder, donc je passe la parole à Thierry Moulin, l'ARDIS. Merci. Merci de MSG, merci la mairie de Lyon. Donc l'ARDIS, on accompagne des milliers de personnes LGBT demandant l'asile en France. Nous sommes principalement à Paris, mais nous avons des actions auprès d'autres associations de région, des actions de formation qui sont importantes pour la prise en compte de la demande d'asile LGBT. Nous faisons aussi partie de la CFDA, de la Coordination française du droit d'asile, et je vais m'attacher uniquement, et je vous le rassure tout de suite, à décrire les points et les 13 points que nous avons documentés concernant l'asile LGBT. Alors bien entendu, nous avons tenu compte, je dirais, des propositions de textes en cours. Nous avons lu, comme vous, je dirais, le journal du dimanche hier, qui disait que les Républicains et M. Ciotti disaient qu'on allait maintenant examiner la demande d'asile dans les consulats et non plus sur le territoire français. Donc ça vous donne ici un petit peu le climat dans lequel nous sommes. Donc moi je voudrais dire d'abord que la demande d'asile LGBT, c'est pas une demande choisie. Si on a fui son pays, c'est pas par plaisir, et que le parcours est complexe. Le parcours, il commence des fois par les autorités, je dirais, consulaires françaises dans les pays. On voit la difficulté qu'ont certains militants qui sont en danger à obtenir déjà des visas pour venir sur le territoire français. Donc on ne facilite pas les parcours et la difficulté existe dès la prise en compte dans les consulats. Et pourquoi elle est difficile, cette prise en compte? Parce que, je dirais, quand on vit caché, parce que c'est le cas, je dirais, quand on vit caché son homosexualité dans son pays, on se retrouve face à des autorités françaises et quelquefois des prestataires, parce que c'est pas même les personnes consulaires qui prennent les demandes en charge, à devoir dire « je suis homosexuel » et qu'on parlait tout à l'heure du récit en 90 minutes, qui est pour nous quelque chose d'impossible, parce que nous, c'est plusieurs heures que nous passons, et souvent sur en plusieurs fois, sur 2 semaines, 3 semaines, mais on est toujours contraint par le délai des 21 jours pour remettre le dossier. Et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations que nous faisons par rapport au projet de loi, c'est d'avoir plus de temps pour pouvoir déposer un dossier qui tient la route. Autre point, quand on arrive sur le territoire français, la première chose on n'arrive pas forcément en France d'ailleurs, on peut arriver en Espagne pour arriver en France après, c'est permettre aux personnes qui sont en Dublin, je rappelle rapidement que c'est de pouvoir demander l'asile dans le pays de leur choix. Je suis passé par l'Espagne parce que je voulais aller en France, mais malheureusement, on m'a pris mes empreintes et je vais devoir demander l'asile en Espagne ou en Grèce ou ailleurs, dans un pays dont je ne parle pas d'ailleurs du tout la langue. Et donc, c'est la première mesure, c'est la mesure Dublin qui, pour nous, était une injustice pour les personnes LGBT.
Un autre point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est en SPADA, je dirais, c'est le personnel en SPADA, je dirais, qui est capable d'écouter, d'identifier, de ne pas réagir à des schémas classiques pour prendre correctement en compte la vulnérabilité des personnes LGBT. Pour ça, je dirais, il est nécessaire qu'il y ait des actions de formation qui soient faites, je dirais, auprès au moins d'un grand nombre de personnes, mais pas de toutes, et heureusement, il y en a qui travaillent bien, mais aujourd'hui, on n'ose pas dire qu'on est homosexuel, et en plus, on a en face de nous un interlocuteur qui passe à côté des choses et qui n'est pas capable d'identifier dans un discours ou de poser des questions, et qui arrive souvent avec des idées préconçues. Donc ensuite, ce qui nous semble aussi difficile dans cette demande d'asile, c'est les procédures accélérées pour les pays sûrs. Je veux dire, on appartient à un groupe social qui est un groupe vulnérable, qui est les personnes LGBT, et on se retrouve dans des procédures accélérées et pas des procédures normales. Ça nous semble aussi une injustice. Je pourrais en parler dans le débat et vous pourrez le lire dans les recommandations. On parlait des conditions matérielles d'accueil. Les conditions matérielles d'accueil aujourd'hui sont encore plus difficiles pour les personnes LGBT qui ne peuvent pas rejoindre leur famille ou qui sont rejetées en plus par leur famille. Souvent, quand on migre, on va se rapprocher de sa communauté ou de sa famille pour avoir de l'assistance. Et bien là, les personnes LGBT, elles se trouvent doublement exclues, surtout que la plupart ne bénéficient pas de conditions matérielles d'accueil ou d'hébergement, comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai parlé du délai d'introduction à l'OFPRA, donc je n'en parle plus. Je voulais parler aussi, par rapport à ce projet de loi, de la nécessité d'avoir un recours équitable sur tout le territoire français. On va vers une décentralisation. Est-ce que nos intervenants, qu'ils soient juges, qu'ils soient personnels d'État, est-ce qu'ils sont formés, comme ils le sont à Paris, pour accueillir rapidement? Donc il y a encore besoin peut-être de correspondants LGBT et encore de formation pour que cette décentralisation, qui au sens de l'ARDIS est nécessaire, mais doit se faire dans des conditions convenables. Autre point qui est un point majeur, on parlait de pas de mauvaises conditions d'accueil, on parlait de difficultés de prise en compte. Nous, ce qu'on demande, c'est le droit de travailler. C'est le droit de travailler pendant cette demande d'asile, parce que le droit de travailler, c'est de subvenir à ses besoins, mais c'est aussi la capacité à s'inclure dans la société française et à pouvoir comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir dire à un moment donné, si je suis victime d'une LGBT-phobie, eh bien je suis capable d'aller porter plainte et je suis capable d'en parler parce que j'exige, j'ai plus à me cacher. Le travail aide à ça aussi. Nous défendons par rapport au droit au séjour, je dirais, à l'OFPRA, aujourd'hui, on a possibilité, puisque c'est l'OFPRA qui délivre l'état civil, de changer les marqueurs de genre. Aujourd'hui, dans le prochain projet de loi, c'est terminé, donc on ne pourra plus, pour les personnes transsexuelles, je dirais, faire une demande de changement de genre à l'OFPRA. Ça paraît un détail, mais c'est très important. Pour les réunifications familiales, le durcissement aussi est complexe, pour notamment les couples binationaux. Il n'y a pas que l'asile, il y a un Français, une Française avec un étranger, une étrangère qui vivent d'amour, et je veux dire, pour qu'ils puissent se retrouver sur le territoire national ou faire venir éventuellement leurs enfants, s'il y avait des enfants, ça reste d'une complexité importante et grave. Bien entendu, vous l'avez évoqué, le juge unique est quelque chose qui, pour les situations LGBT, est très complexe, puisque ça demande, je dirais, des échanges, un dialogue, une concertation, et le fait d'être entendu devant un juge unique, c'est compliqué, et en plus, si c'est en visio, j'en parle pas, c'est pour ça que je ne vais pas en faire du détail, on pourra en reparler, si vous voulez, dans le débat qui va suivre. Ça a été évoqué aussi, aujourd'hui, il y a un certain nombre de recours administratifs en cas notamment d'obligation de quitter le territoire. Ces recours seront dans le projet diminués, voire supprimés. Ça devient vraiment impossible. Tout citoyen a le droit, par rapport à une décision
de faire un recours administratif, le recours sous prétexte qu'on est étranger ne sera plus possible. Enfin, je terminerai par dire, c'est pas parce qu'on en aujourd'hui dans ce projet, ce qu'on ressent, en tout cas dans l'esprit, c'est que c'est un projet qui s'adresse pour faire retourner des délinquants sur leur territoire d'origine. On est dans l'asile, on est dans le droit. On n'est pas dans la prise en compte, je dirais, de personnes qui seraient délinquantes et qu'on voudrait renvoyer dans leur pays. Voilà, j'en aurais terminé pour les 13 mesures rapidement et je passe la parole et je la rends. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez l'occasion de la reprendre après dans la partie questions-réponses. Et en attendant, je passe le micro à Marie-Charlotte si tu veux réagir à un exercice difficile, une réaction à chaud sur toute cette matière et peut-être comment ça se passe à l'Assemblée sur ces questions-là. Merci beaucoup, merci à tous et toutes d'être présents et puis merci pour l'organisation et pour les interventions puisque moi j'ai appris des choses aussi aujourd'hui, donc j'ai l'impression un peu d'avoir fait une petite réunion avec chacun d'entre vous pour nourrir mon travail parlementaire, donc vraiment un infini merci. Sylvie Tomic vous a donné un peu le contexte là sur la PJL l'immigration. Nous, les informations qu'on a un petit peu en off, donc ce qui circule des bruits de couloir de ministère, c'est vraiment que ça change d'avis tous les 15 jours au niveau du gouvernement sur ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. On a vu qu'effectivement les Républicains, donc la droite traditionnelle, a durci sa position hier par voie de presse en disant très clairement il y a trop d'immigrés, il faut reprendre le contrôle et en supposant qu'on pourra aussi déroger en fait au droit européen quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu. Mais ça, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que ça peut vraiment mener très très loin et être une porte de sortie vraiment très dangereuse pour simplement décider qu'on fait ce qu'on veut quand on veut et qu'on se soustrait au droit et notamment au droit européen. Clairement, leur position, eux, ils disent on a une réforme constitutionnelle, on vous donne 2 textes et c'est ça ou rien. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, c'est intenable pour le gouvernement cette position. Donc, ce que l'on pressent nous de notre côté avec les informations qu'on a aujourd'hui, c'est que soit potentiellement, il ne va rien se faire, parce qu'ils n'auront pas de majorité à l'Assemblée si les Républicains restent dans leur position inflexible, ce qu'ils risquent de faire tout simplement parce que là, en faisant cette forme d'affirmation identitaire, ils veulent se substituer dans l'échiquier politique à l'extrême droite, ils veulent occuper ce terrain-là, versus la Macronie, parce qu'en fait, ces derniers temps, il y a une espèce de confusion sur les retraites, comme ça votait un petit peu trop ensemble, finalement, les Républicains se noient dans la majorité présidentielle. Donc avec le texte immigration, enfin les textes immigration qu'ils proposent, ils se réaffirment en tant qu'opposition de droite. Donc, soit il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée, donc le texte n'aboutira pas, et c'est pour ça qu'on voit qu'ils reculent un peu avant de sauter l'obstacle, soit ce qui va se passer, ça va être 49-3. Alors 49.3 à l'automne, histoire de bien remettre une pièce dans la machine de la crise sociale et démocratique et institutionnelle. Je pense que je suis pas certaine qu'ils prennent le pari. Ça sera une question d'arbitrage interne. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le contexte. Il faut aussi avoir en tête que tout cela est très dangereux parce qu'en fait, quand on caricature l'immigration de manière générale, on caricature aussi les plus vulnérables qui ont recours à l'immigration. Et là, on parle pour le coup de la communauté LGBT+. C'est une caricature qui en est faite et c'est donc une mise en danger et donc ça vient effectivement fragiliser le concept de droit d'asile où on était censé être exemplaire, il fut un temps, et en tout cas protéger les autres en France aujourd'hui. Donc ça, c'est très dangereux. Et je crois que là-dessus, moi, j'ai envie de souligner l'incapacité de ce gouvernement à penser les politiques publiques pour les personnes les plus vulnérables. On le voit, en fait, c'est un prisme, un espèce de tropisme dans toute leur manière de penser les politiques publiques, ça ne fonctionne pas. Et on pourrait donner, on a eu droit à un petit peu de cosmétique pour compenser un peu l'affaire Cailleux et les propos homophobes, on a eu droit à un ambassadeur pour les droits LGBT. Super. Mais cet ambassadeur, c'est du vernis dans le sens où il n'y a aucune conditionnalité. Par exemple, on pourrait se dire, on se désolidarise de certains accords, de certains traités quand il y a d'autres pays qui ont des pratiques homophobes. Eh bien non, ça n'arrive pas. Donc on est vraiment sur la question d'un vernis, de décisions cosmétiques sans vraiment prise en compte politique des discriminations au niveau national et international. Je referme ce chapitre un petit peu contexte général et ce que moi je peux percevoir en tant que députée. Je vous précise que je suis commissaire aux affaires sociales et que pour le coup, parce que du coup à l'Assemblée il y a des commissions où on se répartit les sujets entre députés et il se trouve que le texte immigration il passe en commission des lois. Donc c'est une manière de vous dire que je ne suis pas experte, mais je peux quand même commenter sur les propositions qui ont été faites.
Une des premières propositions qui me frappe, c'est effectivement, mais ça c'est un constat généralisé, et tous les acteurs, moi, que je rencontre sur le terrain le font, c'est la question de la qualité de l'accueil aujourd'hui en France, en fait, qui est absolument déplorable. Mais ça passe des moyens que vous avez pour accueillir, en fait, en temps simplement la parole des personnes qui font les demandes, à ce qui se passe dans les CRA, quoi. Enfin, les centres de rétention administrative, c'est complètement hallucinant. Et c'est hallucinant de se dire qu'aujourd'hui en France, on accueille les gens dans de telles conditions. Enfin, moi, en tout cas, je vous le dis, j'ai été profondément choquée parce que c'est des visites que j'ai pu faire et j'ai été assez marquée. Et je crois qu'une proposition qui pourrait être intéressante, mais qui n'a pas été évoquée, ce serait de sortir la question de l'immigration et de l'accueil du giron du ministère de l'Intérieur. Et c'est pas pour rien que la délégation de Sylvie Tomic, aujourd'hui, elle parle d'hospitalité. Et donc, on sortirait, en fait, du prisme sécuritaire pour aller vers simplement le prisme de l'accueil et de la dignité, voire même de la solidarité, ce qui nous renverrait à la question de l'accompagnement qualitatif, donc de rajouter des moyens, et revenir à du prendre soin, plutôt que d'être dans quelque chose de très dur et de très presque sécuritaire ou militaire. C'était un des premiers points que je voulais vous dire. Je voulais réagir aussi à ce qu'a dit Monsieur Camara, qui faisait écho au témoignage que donnait Marie-Noëlle Fréry de ce matin. Mais quelle infinie violence, en fait, que de devoir, d'avoir l'impression que les témoignages sont balayés, qu'il n'y a pas de place, que soit il faudrait presque rentrer vraiment dans l'intimité des personnes pour être entendues, soit que finalement, peu importe ce qu'on dit, ça n'aura pas de valeur. Et je fais le lien du coup aussi avec la question de la liste sûre, des pays sûrs que vous évoquez. Clairement, chez les écologistes, on est pour la suppression en fait de cette liste, parce que en gros, je sais plus si on a pu rentrer dans le détail, mais si vous êtes ressortissant de la liste des pays sûrs, eh bien en fait votre demande est rejetée quasi systématiquement. Mais sauf qu'un pays qui a décriminalisé, on va dire par exemple l'homosexualité, ça ne veut pas dire que c'est un pays où vous n'êtes pas en danger et où il n'y a pas de LGBTQI-phobie. Et ça n'atteste pas de la sécurité des personnes, en fait, de manière individuelle dans un pays. Donc, pour le coup, moi, je pense qu'il faudrait carrément la supprimer. Sur la question de la... Ah oui, on a assez peu évoqué, finalement, les enjeux de santé communautaire. Où, pour le coup, en fait, il y a des questions de santé qui traversent la communauté LGBT qui sont hyper fortes, et on devrait se dire, un pays comme la France devrait accueillir. Tous les pays devraient accueillir si on était optimiste, mais on prend la responsabilité là où on l'a. Sur la CNDA, moi je ne savais pas qu'un quart des décisions étaient rendues par ordonnance. Et effectivement, ça questionne la position de la justice, et on se dit que ça devrait être un levier qu'on pourrait actionner et corriger de manière assez facile. Idem pour la dématérialisation, mais ça c'est un tropisme aussi du gouvernement sur toutes nos politiques publiques, où on exclut mais un nombre incalculable de gens en termes de recours au droit, que ce soit des ressortissants français ou pas français, quoi. C'est absolument catastrophique. S'opposer à l'uniformisation avec juge unique, j'ai noté. L'aberration de la demande consulaire aussi, j'ai noté. Je crois que de manière générale, on se pose aussi la question, quand on parle des conditions d'accueil, ça vient en écho à la question du logement, où là, on voit qu'il y a un embouteillage absolument monstre, et que ça rejaillit sur l'intégration, sur le bien vivre ensemble, sur la santé, et c'est absolument catastrophique. Et là, on a un espèce d'embouteillage dans cette espèce de chaîne. Moi, je travaille pour le coup un peu plus sur les questions de sans-abrisme, de logement, notamment à Lyon. Vous le savez peut-être, on a un gros sujet avec la question des enfants à la rue, avec des collectifs extrêmement mobilisés. En fait, quand on déroule la pelote, presque la racine du problème, c'est qu'on est incapable d'accueillir les gens dans des conditions dignes. Franchement, et c'est hallucinant de se dire que la base, elle est là, et qu'en fait, ça vient rejaillir vraiment sur le vivre ensemble de manière générale. J'ai noté pour le droit de pouvoir travailler et de pouvoir s'intégrer aussi. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je voulais réagir ? Mais vraiment, le message clé, en tout cas la proposition forte que nous, on a envie de porter, c'est comment est-ce que on regagne la bataille culturelle sur la question de la migration ? Parce qu'en fait, c'est ça qui se joue. Là, il y en a qui en font un terrain de jeu politicien et électoraliste. Notre rôle à nous, en tant qu'élus, mais en tant que tous les acteurs qui sont impliqués sur la question, c'est comment est-ce qu'on regagne la bataille culturelle et on sort des discours tout sécuritaires. On ne dit pas qu'il faut avoir des discours de bisounours. Mais en tout cas, il faut ressortir du discours sécuritaire pour aller vers du pragmatisme, pour aller vers la question, vers des notions de droits humains, et pouvoir porter, en fait, haut et fort, une politique d'hospitalité qui soit, à nouveau, pragmatique. On peut le faire.
on voit les discours sur l'augmentation des flux, etc., etc. En fait, non, c'est juste qu'on sait pas faire. On n'accueille pas correctement les gens. Si on était en capacité d'accueillir correctement, on aurait beaucoup moins de problèmes en termes d'intégration, en termes de pseudo-dérives sécuritaires, et tout simplement, ça rejaillirait sur le vivre ensemble, et on serait tous et toutes plus riches de ces interactions. Je suis désolée parce que je vais pas pouvoir rester avec vous et écouter la suite des interventions parce que j'enchaîne avec un autre rendez-vous. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ces temps d'échange qui étaient très qualitatifs. Merci donc à toutes et tous pour votre participation active. Là, c'est le moment où je pense on peut commencer les échanges questions-réponses. Jean-Yves, je te donne un micro. Voilà, si vous voulez poser une question ou apporter un témoignage, c'est votre moment. Je sais pas Alors, on va peut-être terminer avec Madame Garin, puisque vous devez partir. Donc, je me présente Jean-Yves Brunel, je suis le coordinateur social et associatif de 2MSG. Et on a pensé à vous, toujours pour porter nos luttes, vraiment pour essayer d'empêcher que cette loi ne soit passée. Donc, je ne rigole pas. On a un cadeau. Je ne rigole pas. Donc, des arguments contre Darmanin. Alors, j'explique. Oui, j'explique. Vous avez une petite compilation de toutes les interventions politiques de nos membres depuis un an, puisqu'il y a un an, presque jour pour jour, ici même, on avait fait notre première conférence de presse avec la mairie du 5e, toujours pour la semaine des fiertés de la mairie du 5e. Depuis, on n'a pas cessé et notre travail est très simple à expliquer. Effectivement, les personnes membres de notre collectif, qui sont toutes des personnes LGBT africaines, sont témoins, je dirais, de par leur situation, hélas très souvent dans leur chair et dans leur esprit, de tous les dysfonctionnements de la procédure de demande d'asile en France, un petit peu tout ce qui a été passé en revue. Vous avez donc ici 8 dossiers. C'est les 8 dossiers de personnes qui sont parties en réexamen du fait de leurs activités militantes, du fait de porter la lutte pour le respect de leurs droits contre les dysfonctionnements à l'OFPRA, à la CNDA et bien sûr quand on voit le nouveau projet de loi qui se prépare, le but c'est de montrer qu'il y a énormément de travail à faire pour améliorer la procédure et que c'est certainement pas avec ce projet de loi que cette procédure va être améliorée. Vous avez tous les arguments ici. Sur ces 8, par exemple, en quelques mots, sur ces 8 demandes de réexamen, on a tous les cas de figure. Pour des situations sensiblement les mêmes, on a des décisions de rejet de l'OFPRA, des personnes qui sont d'abord rejetées, puis qui passent en entretien, qui sont aujourd'hui réfugiés. D'autres personnes, heureusement, qui sont réfugiées. Ali, par exemple, a parlé de lui en disant lui en réexamen. Deuxième réexamen quand même pour décrocher un entretien à l'OFPRA. On attend toujours la réponse, on croise les doigts. Il y a aussi le fait que vous allez voir dans ces dossiers des personnes qui attendent depuis 6 ans en France simplement pour obtenir l'asile et qui ont toujours rien. Voilà, vous avez vraiment tout là-dedans, tous les arguments sont là. Merci à vous. Merci beaucoup. Du coup, ce sera ma dernière conclusion et je pars avec ça. Mais en fait, j'estime qu'effectivement, c'est notre rôle en tant que député de porter la voix des premières personnes concernées. On a essayé de le faire avec la voix des travailleurs et des travailleuses pendant la réforme des retraites. Donc, je m'engage à le faire sur le loi immigration. S'il arrive un jour dans l'hémicycle, je l'avais fait en tant que personne concernée avec les propos homophobes de Madame Cayeux. Donc, vous avez mon engagement solennel. Et je vous remercie. Merci à vous. Merci. Allez, alors, ça y est. Donc, c'est à vous la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une remarque? On peut se donner encore, si ça vous va, une demi-heure. Ça nous fait aller jusqu'à 19h30. Je pense qu'après 2 heures de conférence, tout le monde sera bien content de pouvoir rentrer chez soi. Il y a une demande au fond. Merci beaucoup. Bonsoir.
Déjà, j'aimerais remercier tout le monde pour l'organisation de cette conférence. C'est super important. Donc, merci pour ça. J'aimerais juste faire une petite remarque très sincère qui vient un peu du fond du cœur parce que j'ai beaucoup de camarades et d'amis engagés pour l'aide auprès des mineurs non accompagnés à Lyon. Et j'aimerais faire une remarque à la ville de Lyon qui me semble intervenu sur le sujet du squat, le passage. La ville de Lyon a assigné en justice ce squat-là qui abrite plus de 36 jeunes mineurs non accompagnés qui sont en recours, qui sans ce squat-là seraient actuellement à la rue. Il faut savoir aussi, vous n'êtes peut-être vous le savez certainement pas parce qu'on n'en parle pas dans les journaux, mais il y a au square Sainte-Marie-Perrin à Lyon, il y a des jeunes qui dorment sous des tentes, qui sont également en recours. Ces jeunes-là ont été intimidés par des personnes d'extrême droite il y a un peu plus d'une semaine. On reçoit régulièrement des alertes en tant que militants. On y passe, on veille. Simplement, il faut savoir que les 36 personnes qui sont actuellement au squat du passage seraient également sous des tentes à la rue et intimidées si ce squat était demain fermé. Donc voilà, la ville de Lyon a assigné en justice les personnes qui occupent cette maison. Donc c'est un beau lieu, il y a des potagers qui sont faits, il y a plein d'activités qui sont montées. Même l'association qui s'appelle Autembourg, pour laquelle vous vouliez proposer cette maison-là pour faire de l'accueil de femmes sans abri, ce qui est louable et ce dont on vous remercie. Même cette association-là a affirmé qu'elle serait bien touchée de voir ces jeunes-là sortis de cette maison. Donc c'est quelque chose qui nous touche au quotidien et je suis énormément touchée au fond de moi aussi, donc je tenais à vous le faire savoir et je pense que la ville de Lyon a un rôle à jouer là-dedans, comme vous venez d'en parler ce soir. Si vous êtes engagés, s'il vous plaît, tenez à laisser ces squats ouverts parce qu'on en a besoin pour que les jeunes ne soient pas à la rue, sous des tentes et menacés. Merci. Oui, je vais répondre rapidement là-dessus. Donc effectivement, le squat dont il est question, c'est dans deux maisons qui appartiennent à la ville, et la ville effectivement a signé en justice le collectif pour des raisons essentiellement de responsabilité juridique, en fait, de pas laisser un squat se dérouler dans un bâtiment propriété de la ville. Si après il y a un souci, je sais pas moi, de sécurité ou autre, c'est une façon de se protéger juridiquement, de dire voilà, nous on a signalé en justice que le bâtiment était squatté, et voilà, c'est en réponse là-dessus. Après, sur le campement, effectivement, du square Sainte-Marie-Perrin, effectivement, on voit bien le CCAS, l'équipe de maraude du CCAS, il passe régulièrement. Enfin, c'est un campement qui est suivi, effectivement, qui est sur un terrain de la ville. Après, sur les squats, il y a eu quelques lieux qui ont été conventionnés, notamment pour l'accueil de jeunes en recours. Voilà, donc on n'est pas non plus dans une position juste on assigne en justice et basta. Et enfin voilà, il y a aussi quand même tout un travail qui a été fait pour trouver des solutions temporaires d'hébergement aussi pour ces jeunes-là. Je vais proposer. Franklin. C'est Franklin, donc une autre personne, membre de notre. You can sit, in fact. This will make it easier. Une autre personne, membre de notre collectif, qui souhaiterait pouvoir témoigner de la situation qu'il vit. En quelques mots, Franklin, qui est déjà en France depuis plusieurs années, lui aussi fait partie des personnes qui sont en examen. Donc après un premier rejet à la CNDA. Voilà, Franklin. Bonjour tout le monde. Please, I want to speak my mind, and my name is Hamidame Elvis. I'm from Nigeria, Edo State beside me. So what I have to say is that we really have issue, like maybe by intimidation in the street, and a lot of things have really come to our own side, being an LGBTI in person. And the way people like harass us on our way, and we lay complaint, and we have something show about it. And like for instance now, I've assaulted like twice. And if every time we complain about one issue, when maybe like Nigeria community, whenever they see us be a gay in Lyon,
it's very difficult for us. They're mocking at us, then tease us, and it's not everything someone can remember to like explain when the time like say, okay, explain what is going on. Sometimes too much thinking on someone here, we can forget what really happened, and we are passing through depressed and some of insults. You know, in that process, we really need government help to like rescue us by telling them the truth, and they will still accept like, okay, this person is saying the truth. For instance, now in Nigeria, there is gay in Nigeria, but you can't like present yourself as a gay man in Nigeria because it's very dangerous. But here it's free for us to like show ourselves and proud of who we are. But in that extent, we can't really show anything like we are still hiding, like we are still in Africa or we are still in our country. It's very painful. Sometimes I receive insult when I get home. I can't even eat. I can't even do anything based on intimidation they are giving us and oppression. In that process, we really need help to make sure that, yes, they come to our rescue and support us in any way. Like, for instance, for house and some other things we really need because we can't provide. For instance, now I'm not working. Then I'm still surviving, and Dual Energy, they are really support all members being undocumented. Then I believe they can't sort it out at all, and they need government help by accommodators and support Dual Energy or LGBTI in person. Thank you. Non, je vais traduire. Ce que je propose, c'est traduire et commenter en même temps, puisque le but, c'est vraiment d'illustrer un petit peu tout ce qui a été rapidement présenté tout à l'heure. Donc, Franklin est nigérian, et il voulait parler des multiples problèmes que lui, en tant que personne gay nigériane, rencontre en France. Beaucoup de choses dont il ne peut pas parler. Déjà, le premier problème, c'est qu'il parle anglais. Franklin parle même une variété très précise d'anglais, c'est le Pidgin English, qui rend la communication difficile, même pour des personnes qui peuvent avoir une certaine facilité avec un anglais plus standard. Donc, il a déjà été agressé 2 fois. Simplement parce qu'il est gay, toujours par des personnes de la communauté nigériane, qui est peut-être un des plus gros problèmes que nous, de MSG, devons gérer depuis quelques années. Le fait que des personnes qui sont pas protégées, des personnes qui sont en demande d'asile, sont la proie facile d'autres personnes qui pensent toujours pouvoir faire exactement ce qu'elles veulent avec elles, un petit peu comme si elles étaient encore en Afrique et que les personnes gays ne disposaient pas de la protection de la France. Donc lui, c'est quelque chose qui vraiment lui occupe énormément l'esprit, qui l'obsède, qui en fait il pense qu'à ça. Ça joue énormément sur sa santé mentale. Le fait qu'il a déjà été outé plusieurs fois, donc là c'est un effet d'engrenage qu'on connaît hélas très bien dans la communauté LGBTI. Le fait que non seulement il a été agressé, mais maintenant que les gens s'amusent à raconter partout dans la communauté nigériane à la guillotière qu'il est gay, c'est des insultes, c'est des discriminations, c'est beaucoup de comportements violent, heureusement pas jusqu'à physiquement violent, mais en tout cas c'est pas passé loin, toujours à la guillotière. Lui, il a parfaitement conscience que c'est absolument pas possible de se montrer en tant que gay au Nigeria. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est ici en France. Et pourtant, du fait qu'il est pas protégé, il est toujours en demande d'asile. Je disais, il est à son premier examen, deuxième entretien à l'OFPRA. Il attend toujours la réponse de l'OFPRA, avec la peur d'un second rejet qui devrait l'amener encore une fois à un second recours à la CNDA, avec toutes les conséquences que ça voudrait dire pour lui. C'est dont il parle juste après. Le fait qu'il n'a absolument aucun soutien à part le soutien communautaire. Il sait pas où dormir, il ne te travaille pas, le peu de travail qu'il pouvait trouver, maintenant qu'il a outé dans la communauté nigériane, c'est fini pour lui. La seule aide en fait qu'il peut recevoir depuis qu'il est sans papier, c'est le soutien communautaire de MSG, les quelques personnes qui acceptent de l'héberger, de l'aider.
C'est vraiment pour ça que maintenant il s'est investi autant dans l'association. C'est vrai que nous, on s'est vraiment énormément investi dans la protection, on va dire, quotidienne des personnes qui ont été déboutées par la CNDA et qui se sont retrouvées sans papier. Et en fait, c'est ces personnes-là, les 8 dossiers que j'ai donnés à Madame Garin, c'était ces personnes-là, puisque nous, l'idée vraiment de notre collectif, on est un collectif de personnes LGBTI africaines. On est là pour s'entraider et on laisse pas tomber les personnes, même lorsqu'elles se retrouvent sans papier. Thank you, Franklin. Merci. Alors, est-ce que on a une question ou une remarque dans l'assistance autre que des personnes qui ont déjà pris la parole? J'essaie de voir si on peut susciter un peu de curiosité. Tout le monde est d'accord avec la nouvelle loi asile, alors? Fais de la provoque, là. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Émeric Martin, le coprésident du centre LGBTI de Lyon. Là où j'aimerais intervenir, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment directement évoqué, c'est au sujet de la partie de la formation aujourd'hui. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, alors je suis pas un expert au niveau de l'asile, mais je côtoie beaucoup des personnes de MSG. L'un des vrais sujets qui me choque profondément, c'est le manque de formation par les professionnels qui aujourd'hui doivent décider si oui ou non une personne aura le droit de rester en France ou non. Là où c'est extrêmement choquant, je trouve, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance géopolitique. Ce qui pose un énorme problème puisque déjà rien que par principe, quand on sait qu'une personne LGBTI s'est outée de manière très manifeste, par exemple sur des réseaux sociaux ou autre chose, donc cette personne a pris un risque et un danger, et on est en train de proposer potentiellement de la réintégrer dans son pays, où la loi potentiellement lui interdit d'exister, même presque, hein, on en est là. Donc je trouve que c'est extrêmement choquant d'avoir ce manque de perspective des professionnels. Voilà. Donc c'est un des points pour moi qui devrait être cruciaux dans une loi qui questionne l'asile. Aujourd'hui, est-ce que nos professionnels sont adaptés ou non? Avant de chercher à réduire des coûts ou autres, c'est peut-être déjà les étayer, leur apporter des outils en tout cas, pour permettre de juger réellement en gros du statut d'une vie d'une personne. Merci. Est-ce que quelqu'un veut Edouard? Merci. 2-3 mots, oui, sur les problèmes spécifiques des personnes LGBT. Effectivement, je partage pas nécessairement votre analyse de manière aussi pessimiste. Il y a des gens de bonne volonté en matière d'asile. Effectivement, c'est devenu un enjeu politique. Cette prochaine loi n'est là que pour répondre à une obsession politique. Il faut savoir que des lois en matière d'immigration, on en a eu des dizaines et des dizaines, et souvent tout ce qui est proposé actuellement pourrait être fait avec les dispositions légales que nous avons déjà dans nos textes, hein, sauf pour aller bien entendu sur un sempiternel durcissement. En matière d'asile, moi je constate 2 choses. Ça fait 22 ans que je suis avocat. À l'époque, les dossiers LGBT, ça représentait 2 ou 3 dossiers par an. Aujourd'hui, c'est quasiment 2 ou 3 dossiers par salle. Donc vous multipliez ça par les 5 jours d'ouverture. Il y a environ une trentaine de salles. Donc vous voyez, il y a eu une explosion. Et il y a effectivement, là où j'observais quelque chose d'assez bienveillant sur la demande d'asile LGBT, un certain durcissement, parce que c'est Ali Camara qui disait ça, en disant mais désormais on est vu uniquement comme étant des migrants, et c'est Thierry Lardis qui disait attention, hein, en matière d'asile, c'est pas des migrants, hein, c'est pas des sans-papiers. La France leur donne strictement rien. Elle leur reconnaît une qualité qu'ils ont toujours eue. Et après, c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont rejetées, quand on parle avec elles, donc tous les membres de MSG, que ça peut être les membres de l'ARDIS, celles qui sont rejetées ont le sentiment qu'on les a traitées de menteurs. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose d'affreux. Et ça a 2 conséquences. Ça a des conséquences psychologiques pour ces personnes, puisqu'il faut savoir que beaucoup décompensent parfois quand on leur annonce un rejet, que ce soit à l'OFPRA. Certaines peuvent faire des tentatives de suicide, certaines peuvent être hospitalisées d'office ou avec leur accord. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience de l'aspect humain. Parce qu'on parle de migrants, je déteste ce mot, on parle de demandeurs d'asile, qui me paraît plus juste, mais
ce que le législateur oublie, ce que le gouvernement oublie, j'ai lu également le JDD où on vient de nous dire que tous ces gens-là seront affreux, c'est qu'ils oublient deux choses. Un, c'est qu'ils ont tort. Ils ont tort parce que la question migratoire, c'est comme la question du réchauffement climatique. Il faut la gérer, il faut l'anticiper parce que ça s'annonce, j'ai entre guillemets de dire pire pour le réchauffement, pour l'accueil, ça c'est une autre histoire, puisqu'il y a derrière aussi l'histoire de la migration écologique. Et le gouvernement actuel, le précédent aussi, vous direz c'était souvent le même, se trompe sur ces points-là. En matière d'asile, c'est la même chose. L'argument, je lisais le JDD, et c'est un argument qui est devenu le nouvel argument politique, de dire mais regardez ce que font nos voisins, et ils viennent nous dire, vous l'avez peut-être vu parce qu'ils l'ont sorti 3 fois, 4 fois dans les médias. Désormais, c'est l'exemple danois où ils viennent nous dire, qui en plus sont des gens de gauche, ont réussi à durcir la question migratoire, et l'argument il est quand même zéro au niveau juridique, au niveau politique, parce que si on devrait commencer à faire de la même manière que font les autres, on va pas aller bien loin. Ça, je voulais dire un peu de manière préliminaire. Sur la question de la formation, moi j'ai tout vu. Je pense que c'est pas une question de défaut de formation, c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de pression. Il faut que ça aille toujours plus vite. La droite nous dit la même chose, il faut aller plus vite pour ceux qui réussiraient à passer le cap de la demande d'asile en ambassade. Ça tient pas juridiquement, faut le savoir, mais bon, peu importe. Darmanin, c'est une obsession. Pourquoi le juge unique ? En réalité, quand on veut aller plus vite en matière de justice, en principe, on met plus d'hommes, on met plus de moyens. En matière migratoire, en matière de demande d'asile, c'est assez surprenant d'ailleurs, mais il faut y penser, on retire les hommes. On retire les juges parce que... Pardon ? Et les femmes, bien entendu. Mais justement, il faut me reprendre. On retire les hommes et les femmes. Non mais c'est intéressant. Faites cette comparaison. Pour les autres citoyens, on va rajouter des hommes et des femmes qui viennent juger. Pour les migrants et les demandeurs d'asile, on va en enlever parce que ça y un homme et une femme toute seule va plus vite. Il a raison, Darmanin, il a raison. Sauf que en matière de justice, et ça c'est pour compléter cette histoire de formation, il peut tous nous arriver de se tromper, effectivement, il peut tous nous arriver de ne pas bien connaître une situation, il peut tous nous arriver de raisonner avec nos propres stéréotypes, et c'est ce que je vois en matière de demande d'asile LGBT. Je trouve que ces magistrats et ces magistrates ont une vision un peu uniforme de l'homosexualité qui est celle qu'ils ont par leur propre prisme et par la vision qu'on peut avoir ici en Europe, en Occident, sauf que l'université, elle a beau être universelle, elle est multiple, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup moins lisse qu'on voudrait nous le faire croire. Et pourquoi 3 juges ? Et pourquoi c'est, à mes yeux, sur ce projet asile, la régionalisation, en réalité, ils peuvent la faire dès à présent. Sauf qu'ils ne peuvent la faire que s'ils font passer le juge unique. Puisque en région, en réalité, il n'y aura plus qu'un seul juge. Ce sera trop compliqué d'avoir des formations collégiales. C'est mon analyse. Mais pourquoi on met 3 personnes dans les tribunaux ? Pourquoi on met 3 personnes à la Cour nationale du droit d'asile ? C'est parce qu'on part du principe que justement, c'est compliqué de juger l'humain. Et finalement, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur parce que les conséquences, et c'est des témoignages qu'on a vus aujourd'hui, les conséquences, humainement, elles peuvent être colossales. Voilà, il n'y a peut-être pas un défaut de formation, il y a un défaut, il y a une vraie pression. Là, je vais plaider en faveur des officiers de protection. Ça doit être très très dur d'être officier de protection à l'OFPRA et beaucoup lâchent l'affaire. Souvent, c'est des jeunes juristes qui sont pleins de bonne volonté, mais on leur dit d'aller toujours plus vite. Voilà, il y a peut-être un défaut d'intérêt et aussi, et là je vais parler de la Cour nationale du droit d'asile, souvent, et je crois que Marie-Noëlle pourrait le confirmer, on est souvent très surpris de voir les personnes qui vont poser des questions se plonger dans le dossier à l'audience, ne pas l'avoir lu avant,
Donc il y a sûrement des torts partagés. J'avais commencé en disant que j'étais un peu plus optimiste, mais c'est vrai que j'ai fait un tableau encore plus pessimiste. Mais il y a aussi vous tous, tous ensemble, on fait. C'est des vrais combats, c'est des combats qui sont collectifs. Je pense que Marie-Noëlle serait d'accord avec moi si nous, avocats, si on n'avait pas les associations, si on n'avait pas les structures d'accueil pour prendre le relais quand nous devenons impuissants, nous n'y arriverions pas. Si vous n'y étiez pas tous là, et c'est peut-être le plus important en matière d'asile, en matière migratoire, c'est qu'en réalité, collectivement, nous pouvons tous y arriver et il faut arrêter de tourner le dos et de penser que... En fait, c'est le gouvernement qui se trompe en réalité. Les Français, ils ont d'autres choses à faire que de s'intéresser à la question migratoire et à la question de la demande d'asile. Mais voilà ce que je pouvais dire de manière complémentaire puisqu'on m'a donné un peu la parole. Merci beaucoup. Hein? Non, mais... Est-ce que dans la salle en face de moi... Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, c'est Lulu. Je suis membre de MSG et aussi du CSP avec Nager. Et je voulais juste dire que je trouve que c'est très touchant de voir cette semaine de fierté avec une thématique liée à l'immigration, parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à Paris pour la marche X-Transentaire qui avait comme thème contre la Darmanin. Et ça m'avait vraiment touché de voir vraiment beaucoup de monde dans cette marche pour se battre pour les droits de ceux qui ont le moins. J'étais vraiment content de cette marche-là, parce qu'on avait réussi à faire pour la 2e fois un cortège syndical, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément LGBT, qui sont venues à la marche apporter leur soutien. Et pour moi, ce mot de solidarité, je crois que c'est la valeur la plus importante que j'ai pu trouver dans mon séjour en France. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Est-ce que autour de moi, là, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que vous vouliez les uns les autres rajouter quelque chose? Sur formation. Non, mais je suis complètement d'accord avec Edouard, et il a une grande pratique aussi, il n'y a aucun problème, évidemment. C'est plus compliqué que ça, bien sûr. On a des audiences superbes avec beaucoup de respect pour les personnes, et on a des audiences terribles avec des questions dont j'ai honte que des juges français puissent encore les poser. C'est clair. Mais d'où l'intérêt d'avoir... De toute façon, moi, je crois beaucoup aux associations, à la société civile. C'est pas parce qu'on est élu qu'on représente le bon droit. Je pense que les associations doivent toujours provoquer les élus, pousser les élus à aller encore plus loin. Et on a un bon exemple avec notre députée, elle suit, hein, franchement, et on la connaît depuis un petit moment. Enfin, je veux dire, voilà, il faut des gens comme ça. Mais en dehors de ça, sur la formation quand même, je vous renvoie sur un petit rapport sympathique du Défenseur des droits de mai 2020, qui, on n'aurait pas osé écrire ça peut-être en tant qu'avocat, je sais pas, tu vois, dans nos syndicats respectifs ou dans nos associations, mais je le dis parce que c'est un rapport justement sur homosexualité, juge et asile, et c'était une question très juste sur l'intimité. Jusqu'où faut-il aller dans l'intimité? Et en conclusion, le défenseur, c'était pas à l'époque la femme, c'était pas Claire Hédon, c'était avant, c'était tout bon. Et oui, tout arrive, les ministres peuvent parfois s'arranger quand ils sont à la retraite. Et je parle de tout bon parce qu'il a fait des saloperies avant. Hein. Et dans ses conclusions, le défenseur des droits rappelait qu'il fallait former, je cite, les officiers de protection de l'OFPRA, les juges de la cour d'asile, les agents préfectoraux, le personnel des centres de rétention administrative. On a eu effectivement des présentations il y a quelques jours en correctionnel de gens qui ont cassé leurs portes et le procureur a requis des années de prison. Heureusement, les défenseurs ont réussi à obtenir des amendes avec sursis. Mais je précise aussi qu'ils indiquent que l'analyse des récits dramatiques par les agents d'instruction, les rapporteurs et les juges font qu'il y a une sorte de fatigue dans la compassion, qu'ils n'écoutent plus. Nos médecins diraient que c'est du traumatisme vicariant et qu'ils font un colloque en octobre et qu'il faudra aller à ce colloque qui aura lieu à Lyon. Donc il faudra en dire 2 mots quand même. Mais je crois que oui, il faut de la formation. Mais j'allais dire aussi, il faut de la formation aussi pour les avocats.
Parce que mine de rien, Édouard, il est branché, il est motivé, enfin, il n'y a pas de problème pour Édouard et quelques autres. Mais je veux dire, on n'est pas si nombreux que ça à faire assez attention à toutes les personnes. Pas seulement les LGBT, mais aussi à toutes les personnes. Et donc, il rappelait le défenseur des droits qu'il fallait cette formation, 2020. Et il rappelait qu'il faudrait procéder également à une actualisation plus régulière des informations relatives à la situation juridique et sociale des pays d'origine. Et c'est quand même le b.a.-ba, hein. C'est le b.a.-ba. Ouais, alors pardon, j'ai le privilège de l'âge, hein. Ça fait 36 ans que je défends les demandeurs d'asile, mais c'est terrifiant, parce que sur l'actualisation, le travail, on se repose, nous, avocats, sur nos propres connaissances ou nos propres zones d'intérêt. Moi, c'est l'Afrique des Grands Lacs, etc. Voilà, bon, j'ai les contacts, mais c'est aussi les associations, la société civile qui nous donnent des informations et qui nous précisent des éléments. Là, j'ai posé une question à propos d'un LGBT du côté, non pas du Rwanda, mais juste à côté. Bon, j'irai pas plus loin parce que c'est très compliqué le dossier, et voilà. Mais pour tomber sur les bonnes associations qui sont capables de vous donner des informations actuelles sur qu'est-ce qui se passe au niveau pénal et autres, et on l'a pas dans la documentation, entre guillemets, qui est sur l'OFPRA ou le site de la CNDA. Donc vous imaginez tous les manques que l'on a, même si on peut travailler, mais les manques que l'on a en formation et en information, actualisation. Et vraiment, les associations jouent un rôle énorme sur ces questions-là. Et peut-être elles n'ont pas encore suffisamment de moyens, mais c'est à vous de plaider aussi. Hein. Merci. Merci. Bon. S'il n'y a pas d'autres prises de parole en salle ou de ce côté-là, je propose qu'on conclue. Je l'ai pas fait dans mon accueil que je vous ai fait, mais évidemment de remercier énormément toutes les personnes qui ont accepté de venir, y compris de Paris, pour participer à cette conférence, y compris un peu en retard et en se perdant un peu dans le 5e arrondissement, et puis à vous toutes et tous. D'être venu participer. La semaine des fiertés continue et donc on espère vous retrouver sur d'autres événements. J'avais à moitié j'ai eu vraiment plus de place. C'est pas grave. Mais après, il faut l'avoir comment le récupérer.